Les rencontres d'Ancom. Interviews, débats avec nos invités autour de thèmes littéraires, artistiques, sociétaux et autres. En direct du Gai Moulin Bistrot. Alors bonjour à vous, bienvenue aux rencontres d'Ancom. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Sophia Hamad qui a publié un livre qui s'appelle « Ils ont honoré la patrie, Algérie des poètes et des guerrières » paru chez les éditions d'Akasbah. Alors ce livre s'articule autour de 13 portraits d'Algériens qui sont battus pour leurs idées, qui sont battus pour le pays. Alors ma première question, Sophia, ce serait, on sait qu'on ne s'intéresse jamais à un sujet par hasard. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aborder ce sujet de l'Algérie. J'imagine que tu as des origines algériennes. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'action et puis à écrire comme ça ce livre tout à fait original? Ce qui m'a poussé à l'action, c'est que le sujet guerre d'Algérie, l'Algérie, on sent bien en France que c'est un sujet quelque part peut-être un peu douloureux pour les uns et les autres. Et j'avais l'impression, moi, qui vais souvent en Algérie, que l'histoire de l'autre côté et l'histoire de ce côté-là, il y avait quelque chose qui ne collait pas. C'était pas la même histoire. Donc je me suis dit que peut-être qu'en creusant, j'allais peut-être trouver... je voulais savoir qui me disait la vérité, en fait. J'ai été élevée en France, je suis née ici. Donc j'ai vu l'histoire d'Algérie racontée par l'histoire française. Et puis, de l'autre côté, c'était pas la même. Donc, je me suis dit que fallait bien. Donc, tu as ressenti un malaise. Oui, j'ai senti un malaise. Peu le décrypter. J'ai voulu le décrypter, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu essayer de savoir mais pourquoi ces choses-là, on les dit pas, qui ment. Parce que peut-être quelqu'un mentait. Et je me suis dit, je vais aller voir, je vais les chercher, je vais aller dans les archives. Et les archives, ça ne peut pas mentir. Parce que je n'ai pas choisi spécialement les Algériennes pour faire mes recherches. J'ai beaucoup, au contraire, choisi les Françaises. Et puis surtout, j'ai été rencontrer des personnages qui ont vécu la guerre d'Algérie. J'ai retrouvé des militaires français, j'ai retrouvé des gens qu'à l'époque, la France a même qualifié de terroristes. J'ai été voir des gens qui étaient Algérie française, des soutiens de l'OAS, et d'autres gens pour essayer de comprendre tout ça. Et c'est par là que j'ai eu plein d'informations. Je me suis dit, ça vaut quand même la peine de raconter une autre histoire. Alors là, dans ces 13 portraits, on a surtout des Algériens en fait. Oui. Donc j'aimerais bien savoir comment tu as fait la sélection des... Parce que j'imagine que il y avait une pléthore de personnages disponibles. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi par exemple Larbi Ben Midi ou Kateb Yassine ou Salim Kasset? Parce que c'est... en fait, mon livre a suivi mes recherches. Je fais des recherches dans les archives, des recherches historiques. Je rencontre des témoins, parce que c'est devenu une passion. Et c'est ces personnages-là qui sont ressortis à ce moment-là. Quand j'ai fait le livre, c'était eux. J'en prépare un autre et c'en est d'autres. Et c'est toujours par rapport aux recherches que je fais. C'est ceux-là, Larbi Ben Midi par exemple, je pense qu'il était important qu'aujourd'hui, que la vérité, on la connaît. Tout le monde cherchait comment avait été tué et pourquoi avait été tué Larbi Ben Midi. Je pensais que c'était bien, puisque mes recherches me mettaient dessus, de le dire, de l'écrire. Comme ça, on ne se pose plus de questions. On sait exactement qui l'a tué, on sait quand. Est-ce que tu peux rappeler justement, parce que le public ne le sait pas forcément. Larbi Ben Midi a été tué sur ordre de l'État français, parce qu'il était un des héros, un des révolutionnaires, suivi par une bonne partie du peuple qui le voyait comme un icône, parce qu'il était l'homme qui échappait à l'armée française qui avait quand même envoyé en Algérie même ses forces de l'OTAN. Donc c'était un personnage qui quand même comptait. La France voyait bien qu'elle ne pouvait pas discuter avec lui comme elle pouvait le faire avec d'autres. Et donc il fallait l'éliminer. Il y a des personnages, moi je m'intéresse un petit peu à l'histoire aussi de l'Algérie, il y a des personnages que je ne connaissais pas du tout. Je pense à ce personnage d'Areski, qui était une espèce de Robin des Bois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? C'est pas une espèce de Robin des Bois, c'est Robin des Bois. D'accord. Parce que même les Anglais sont venus en Algérie à cette période, c'était quand même début 19e, fin des années 1000... Fin 19e. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il y a même des Anglais qui sont venus en Algérie l'interviewer, parce que les Anglais étaient aussi en Algérie, ça on n'en parle pas beaucoup, on ne le dit pas souvent, mais même des Anglais sont venus en Algérie l'interviewer, parce que c'était vraiment Robin des Bois. En fait, même si on lit certains historiens
anglais. Pour eux, Robin Sherwood, que tout le monde connaît, est en réalité tiré d'Arké Etwali, qui était vraiment Robin des Bois. C'était vraiment le personnage qui, sa famille avait été aussi spoliée de ses terres, on leur avait pris leurs terres pour installer des colons, il avait refusé cette injustice, il voulait récupérer ce qui lui appartenait, et puis en même temps, il s'est mis à défendre les pauvres et tous ceux qui étaient spoliés contre ceux qu'il considérait comme les occupants, puisqu'ils étaient bien des occupants de toute façon. Et il était aussi très audacieux parce que j'ai lu dans le texte qu'il avait fait une fête pour la circoncision de son fils. Il avait invité 2000 personnes. Tout à fait. Mais également les autorités Tout à fait. Qui quelque part le recherchaient, étaient contre lui, et il les a invités à la fête de son fils. Tout à fait, il les a invités. C'était quand même assez culotté. C'était très culotté à l'époque, mais il savait aussi qu'il avait le soutien populaire à l'époque de toute la région d'Azazga, puisqu'il était de la région d'Azazga, à côté de la forêt d'Irkouren, que tout le monde connaît. Enfin, les Algériens connaissent la forêt d'Irkouren. Et c'est une région, c'est la région, parce que j'en parle aussi, c'est la fameuse tribu des Haït Gobri, puisque je parle aussi de lui dans le livre, c'est El Gobrini, tous des descendants de El Gobrini, qui n'était pas un berger, mais un savant mathématicien très connu à l'époque, 14e et 15e siècle, qui est cité aussi par Ibn Khaldoun, et Alski Etwali est un de ses descendants. C'est sa tribu. Alors je dirais que si on devait voir un petit peu le fil conducteur entre ces différents personnages, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est rébellion, rebelle. Oui. Rebelle soit dans la culture, soit par les armes, par le combat, et la culture aussi. La notion de culture, je crois qu'elle est très importante, très récurrente. Je pense à ce personnage de Reda Ouhou, qui utilise le théâtre comme une arme anticoloniale dans les années 30. C'est ça. Et ça, je pense que la jeunesse française, notamment issue de l'immigration algérienne, méconnaît tout ce combat. Tout à fait. Qu'il y a eu, on parle souvent de la guerre d'Algérie, 54-62, sans dire que dans les années 1910, 1920, 1930, il y avait déjà des gars qui luttaient contre le colonialisme, soit à travers la culture, soit à travers la politique, les communistes, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette importance de la culture en fait dans la lutte contre la colonisation? C'est ça, mais justement, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai voulu écrire, parce que cet aspect-là a été complètement occulté, alors que c'était quand même un aspect important, je pense, parce que, à mon avis, ce qui a fait que des réalisateurs, des écrivains, des personnages comme Sartre, comme même Simone Signoret, Yves Montand et beaucoup d'autres se sont intéressés, et même Brigitte Bardot, vous imaginez. Aujourd'hui, on dirait Brigitte Bardot était soutien de l'indépendance, et pourtant, oui, Brigitte Bardot était un soutien de l'indépendance. Et comment, justement, à l'époque, les Algériens avaient réussi à intéresser, c'était justement à travers la culture. Grâce aux pièces de théâtre, il y avait Reda Ouhou, mais il y en avait d'autres, puisqu'il y avait des compagnies de théâtre qui faisaient le tour des villages et qui sont venus aussi en France, et même jusqu'à New York, pour justement montrer la réalité de ce que vivaient ceux qu'on appelait les indigènes, quand même. C'était une forme d'esclavage, et c'était surtout, aujourd'hui on dirait à n'importe qui, voilà, tu as ta maison, tu as ton terrain, puis tu as des gens qui arrivent, ils te prennent tout. Qui va accepter? Pas grand monde. Reda Ouhou, c'est aussi ce qui est arrivé à sa famille. Le père de Reda Ouhou, lui aussi, pourquoi il se retrouve à l'intérieur et qu'il prend, beaucoup étaient des pacifistes dans cette guerre. Reda Ouhou, c'est pareil, sa famille a dû se sauver d'Algérie. Pourquoi? Parce que son père était un notable qui avait des biens, qui avait ce qu'on appelle le trésor des Habous. Il y avait des gens qui étaient très intéressés par les trésors des Habous et par tous les biens qu'ils pouvaient avoir. Et puis un beau jour, il a été obligé de fuir l'Algérie, de tout abandonner, et il emmenait comme ça toute sa famille ailleurs. Il s'est trouvé exilé. Donc tu dirais qu'il y a une forme d'amnésie des deux côtés de la Méditerranée? Parce que je ne suis pas sûr qu'en Algérie, Reda Ouhou soit très connu. C'est surtout que je dirais que la France coloniale a tout fait pour que cette partie de l'histoire, elle soit rayée, qu'elle n'existe pas. Et le positionnement de l'Algérie coloniale aussi, parce que l'Algérie aussi insiste beaucoup sur le côté le FLN c'est les héros, puis avant il n'y avait pas forcément grand chose. Et là c'est une erreur qu'ils sont en train d'essayer de rectifier justement.
Mais c'est parce que justement, il y a eu, ce qu'il faut savoir pendant la guerre d'Algérie et pendant la colonisation, ils ont tout fait pour brider tout ce qu'on pouvait appeler les intellectuels. Guerre d'Algérie, les premiers qui ont été tués, les premiers sur qui la répression s'est abattue, c'est tous ceux qui étaient lettrés. Tous ceux qui écrivaient, aussi bien écrivains que journalistes, que avocats. Boumendjel qui est tué lui aussi, voilà, il mériterait qu'on parle de lui. Ali Boumendjel était un avocat quand même. Ils l'ont quand même à El Biar, c'est centre Alger, et ils l'ont quand même jeté du 5e ou 6e étage, sans aucune hésitation. C'était un avocat. Et le message que tu aimerais délivrer aux jeunesses, est-ce que tu as un message à délivrer aux jeunes, que ce soit les jeunes en Algérie ou les jeunes en France, issus de l'immigration algérienne? Ce serait quoi le message à retenir par rapport à tous ces parcours qui sont un peu exceptionnels là? Et ben, tous ces parcours, justement, moi, c'est aussi pour cette jeunesse que j'avais envie d'écrire ça, pour leur montrer justement qu'avec les bonnes armes, je dis. Mais c'est quoi les bonnes armes? Pour moi, les bonnes armes, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est l'école évidemment, c'est les études, c'est s'intéresser aux autres, c'est ne pas oublier d'où l'on vient, parce qu'aujourd'hui, je dirais que malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, aussi bien en France que de l'autre côté de la Méditerranée, par rapport à ce que nos ancêtres, nos aïeux ont vécu, on peut quand même s'estimer pas trop mal. Mais par rapport à tous les combats qui ont été menés depuis les années 80, particulièrement en France, contre le racisme, je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un recul. Et là, l'erreur des jeunes d'aujourd'hui, c'est de croire que c'est en ne faisant rien qu'on va changer les choses. Non, c'est justement en aidant et en soutenant ceux qui se mettent en avant, il y en a quelques-uns encore aujourd'hui, qui essaient justement de bouger les choses pour que ce racisme cesse, pour que l'égalité réelle existe enfin, pour qu'on ait tous les mêmes chances. Et je pense que les jeunes doivent comprendre que on ne va pas s'en sortir en cassant des voitures, c'est faux. C'est pas la bonne manière, parce qu'au contraire, on donne le bâton pour se faire battre. Brûler des voitures ou casser, c'est juste ce qu'ils attendent, je dirais. Parce qu'au contraire, il faut montrer qu'on est au-dessus de ça, qu'on est mieux que ça, qu'on est éduqué et qu'on peut mener des combats et demander des droits sans pour cela utiliser la violence. Et donc sortir peut-être aussi du discours qui consiste à dire on est dans le quartier, on n'a pas de levier d'action, etc. Oui, non, parce que les leviers d'action, je pense qu'il faut les créer. Il faut se les créer, comme d'autres l'ont fait. En pleine guerre, ils se sont créés des leviers d'action qui ont permis quand même une indépendance. Si eux ont réussi ça, avec beaucoup moins de moyens que ce qu'aujourd'hui on peut avoir, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas si jamais ils s'en donnent les moyens. Et les moyens, c'est vraiment, je pense, la solidarité et l'éducation. Et parmi tous ces beaux parcours, est-ce qu'il y en a un qui te touche particulièrement? Est-ce qu'il y en a un pour qui tu as une affection particulière? Et si oui, pourquoi? Non, malheureusement, malheureusement. Tant mieux. J'ai une affection pour tous. Tous. Bon, je dirais que j'ai peut-être un peu plus une plus grosse, une affection particulière pour toutes les femmes qui ont écrit. Les femmes. Fadila Saadan, Feroja, Malha et tout ça. Parce que toute cette partie-là aussi de l'histoire de la guerre d'Algérie, on n'en parle pas. Le sort des femmes algériennes pendant la guerre et pendant la colonisation, c'est quand même quelque chose de... En tant que femme, je dirais que je peux... Parfois, je me disais quand je disais des choses où j'ai entendu des récits, en tant que femme, on ressent une espèce de douleur. Comment c'est possible qu'on ait pu autoriser ça après 1945, où certaines pratiques étaient clairement interdites par les lois internationales? Comment ils ont pu faire ça? Franchement, parfois, j'ai du mal à comprendre. Et leur combat aussi, parce que ça aussi, ça a tendance un petit peu à être effacé, c'est tout leur engagement dans le mouvement de libération nationale. Tout à fait. Porter les armes, elles étaient au maquis, etc. Tout à fait. Les femmes ont vraiment eu un rôle important. D'ailleurs, les Français, particulièrement les militaires que j'ai pu rencontrer, ils disaient d'abord ils s'en méfiaient, et en plus, les derniers temps, ce qu'ils avaient en face d'eux, c'était souvent des femmes. Et la France, c'est ce qu'on ne dit pas d'ailleurs, c'est qu'en face d'eux,
La France, c'est une des très connues, Fatma Nsoumer par exemple. On dit que les Algériennes seraient arriérées ou soumises. Fatma Nsoumer menait une armée et c'était pas la seule. Et tu te rends souvent en Algérie. Oui. Comment t'évalues la situation aujourd'hui par rapport à tous ces combats? T'as l'impression que ça stagne, ça avance, ou c'est difficile, on s'inspire pas assez des personnages du passé? Je trouve qu'il y a il y a une avancée. Moi, j'ai connu l'Algérie boumedienne, j'ai connu l'Algérie pendant la décennie noire. Là, on est dans Bouteflika et même l'après Bouteflika, je dirais. Et je trouve il y a comment dire, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a un espoir du peuple. Les gens se débrouillent drôlement bien. Moi, je suis franchement admirative vis-à-vis des femmes algériennes, vis-à-vis des jeunes Algériens, comment ils se débrouillent, comment ils arrivent à s'en sortir, à travailler. On parle beaucoup des haragas et de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de tous ceux qui restent là-bas, qui réussissent et qui n'ont absolument pas envie de venir s'installer en Europe. Ceux-là, on n'en parle jamais, alors que pourtant, ils sont beaucoup plus qu'on ne s'imagine. Donc, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, Tout à fait. il y a une soif Tout à fait, de développer. participer en fait à développer le pays. Parce que l'Algérie, c'est quand même un pays à fort potentiel et qui a besoin de compétences. Et celui qui a des idées, de bonnes idées, peut s'en sortir. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent plutôt bien. Les relations franco-algériennes sont certainement les plus tendues qui soient, si on regarde un petit peu la relation de la France avec ses anciennes colonies, par rapport au conflit qu'il y a eu, qui est sans équivalent dans les autres colonies. J'aimerais avoir ton avis sur comment essayer de retisser des liens. On sait que les Français ont un lien particulier à l'Algérie, si on additionne les soldats français qui ont fait leur service en Algérie, les pieds noirs, les harkis, les immigrés algériens. Enfin, on sait que ça fait des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Donc comment tu verrais, toi, une politique efficace de rapprochement entre la France et l'Algérie? Parce que, hélas, aujourd'hui, on a quand même le sentiment d'une certaine distance. Alors qu'on aurait tout à gagner, je pense, à se rapprocher. Et moi, je dirais pas que les relations sont tendues. Moi, je dirais plutôt qu'elles sont passionnées. Passionné. Ouais, moi je pense que c'est plutôt passionné. On voit le bien avec les nostalgiques de l'Algérie française. Ils aiment quand même l'Algérie. Puisque jusqu'à aujourd'hui, l'un de leurs rêves, c'est quand même d'y revenir. C'est de l'amour. C'est pas de la haine. Maintenant, la haine, elle est dirigée contre ceux qu'ils estiment ne pas mériter de s'occuper d'un si beau pays. Et là, c'est du racisme. Donc, je crois que pour arriver à des relations meilleures, d'abord, il faut les vérités et puis il faut arrêter de se mentir. Les nostalgiques doivent comprendre que le temps béni des colonies, c'est terminé. Je sais que c'est difficile pour eux, je sais, parce que c'est Michel Sardou qui le chantait, qui avait fait une très belle chanson de ça, que tout le monde connaît, Le temps béni des colonies. Michel Sardou l'a très bien chanté, donc c'est compréhensible qu'ils aient apprécié l'époque, parce que oui, ils étaient là-bas comme des nababs, et c'est vrai que vivre comme des nababs, c'est plutôt agréable. Mais les autochtones, pour eux, c'était quand même pas... C'était pas franchement la belle vie. Donc je pense que pour que ça s'améliore, il faut les vérités. Il faut les vérités. Il faut les vérités. Tu penses à quels événements les vérités historiques, les vérités de la guerre. Moi j'ai rencontré beaucoup de militaires français. Même certains qui ont fait leur service en Algérie. Pas seulement qui ont fait leur service, moi j'ai rencontré des militaires de carrière qui étaient d'anciens paras, des gens qui ont fait l'Indochine, des gens qui étaient très connus au niveau de tout ce qui était le cercle militaire, même de l'Algérie française, et qui ont fait vraiment des choses pas très jolies en Algérie et qui sont capables de le dire. Et puis qu'il y a maintenant, aujourd'hui, certains sont partis, il y en a encore quelques-uns de vivants, c'est quand même quelque chose qui leur pèse. Parce qu'aujourd'hui, ils voient la situation qui a évolué, ils expliquent que déjà, quand ils étaient en Algérie, ils ont quand même obéi aux ordres, comme ils ont fait en Indochine. En Indochine, ils avaient l'ordre d'agir de cette manière, ils ont agi de cette manière. En Algérie, c'est très exactement la même chose qui s'est passé.
Et surtout pour ceux pour qui ça a été très difficile, c'est ceux qui avaient fait l'Indochine, qui déjà avaient commis des horreurs. Parce que c'était quand même des horreurs ce qui s'est passé. Une guerre, elle n'est pas propre, hein, c'est vraiment joli. Qui avaient dit, en plus, en venant d'Algérie, qu'ils espéraient que ça n'allait pas recommencer. Qu'ils n'allaient pas faire tout ce qu'ils avaient fait en Indochine, pour qu'ensuite on leur dise, allez hop, tout le monde s'en va. Et puis malheureusement c'est arrivé, ils sont tous revenus, il y a eu l'affaire des harkis, les histoires d'harkis, parce qu'il y a aussi les problèmes harkis dont on parle toujours hier et aujourd'hui, sauf que ce qu'on oublie beaucoup souvent de dire, c'est que des harkis qui sont en Algérie, il y en a encore. Il ne faut pas oublier que la France, elle a abandonné les harkis en Algérie, puisque les chiffres existent quelque part. Certains parlent de 100 000 harkis abandonnés, moi je dirais beaucoup plus. Et puis ils sont restés en Algérie, ils n'ont pas été tués par le FLN, c'est faux. Puisqu'il faut savoir qu'après la guerre, il fallait travailler, il fallait avancer. Une partie a été tuée, mais effectivement... Non. Si, je pense qu'il y a eu des... Moi, je vais vous dire, par exemple, j'en ai retrouvé certains bien vivants. Non, mais il y en a, bien sûr. Oui, des bien vivants. Certains ont été tués ou se sont tués. Mais après la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu aussi des dizaines de... Voilà, c'est ça. De purges, de tout à Français fait. contre des collabos, ça c'est... C'est banal dans les guerres. C'est banal dans les guerres, mais il n'y en a pas eu tant que ça en Algérie. Beaucoup sont restés. Moi, je connais même des nièces de celui que tout le monde connaît, qui s'appelle le Bachaga Boualem. Tout le monde le connaît, puisque moi j'ai cherché aussi de ce côté-là, parce que j'ai eu la chance, oui, je peux dire la chance, de grandir avec des gens de la famille du Bachaga Boualem. Et je peux vous assurer que les nièces certaines petites nièces du Bachaga Boualem sont venues en Algérie, qu'elles ont été super bien reçues et qu'elles se sont même mariées en Algérie, sans que jamais personne ne les touche, il leur arrive quoi que ce soit. Maintenant, comme qui dirait, ceux qui ont commis des erreurs savent parfaitement que on peut pas c'est comme si demain Klaus Barbie débarque en France, son fils, et il dit moi je suis un ange et je débarque comme ça en France. Qu'est-ce que vont dire tout le monde, les enfants de Klaus Barbie débarquent? L'Algérie c'est un peu la même chose, je pense. Et je pense qu'il y a justement ce problème-là. Pourquoi à 39-45 on poursuit jusqu'à aujourd'hui ceux qui ont commis des crimes, et pourquoi pour l'Algérie ceux qui ont commis des crimes, c'est comme si ça n'avait pas existé. Au niveau des victimes, je trouve que c'est pas bien. C'est normal que des rancœurs se nourrissent. Quand on est victime d'une telle violence, s'il n'y a pas un minimum de justice, ça ne peut pas avancer. Et je pense que la justice et l'apaisement des tensions doivent venir de là. Pour que chacun se dise, après tout, 39-45, on a reconnu nos erreurs et nos bêtises, et c'est pareil, il faut le faire. Les mensonges, ça ne peut pas durer éternellement. Donc ça c'est la perspective, j'ai envie de dire, côté français. Et côté algérien, parce que tu vas souvent en Algérie, comment tu perçois les sentiments de la jeunesse algérienne par rapport à cette histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé, ou est-ce que on continue à y réfléchir? Est-ce qu'on a envie de savoir plus de choses, ou est-ce qu'on regarde l'avenir? Je dirais que la jeunesse s'intéresse à ces questions. Ça les intéresse beaucoup pour la plupart. Mais ils n'ont pas contrairement aux jeunes fachos qu'on peut avoir ici en France, ils n'ont pas cette haine, cette colère, cette rancœur. Ils comprennent parfaitement que c'était la guerre. Et puis surtout pour eux, l'indépendance a été gagnée, les révolutionnaires ont gagné l'Algérie. Donc pour eux, c'est passé. C'est pas de la rancœur. Par contre, ce qu'ils n'acceptent pas, c'est comme par exemple quand on voit Macron à la télévision dire à un jeune d'abord, qu'est-ce que t'en sais, t'as pas connu l'Algérie. Alors que quelques temps avant, il venait en Algérie avant les élections en disant qu'il allait faire quelque chose. Là, on se dit, il y a un problème là. Il y a toujours ces affaires parce qu'on parle des Algériens tués, mais il y a aussi Mayo qui a été tué, c'est un Français. Timsit a aussi été tué. C'est pareil, les familles ont besoin de vérité. C'est important de savoir quelqu'un est tué, qu'un proche. C'est normal que les familles aient envie de comprendre et de savoir. Et qu'ils veuillent la vérité, c'est normal. Et ces jeunes Français qui revendiquent parfois leur appartenance algérienne, notamment à l'occasion des matchs de foot, etc. Tout à fait. C'est une fierté. C'est une fierté. Mais moi, ils me font plutôt rire.
et même sourire souvent, puisque m'arrivait des fois, même pour match de foot, c'est quand même la France qui a gagné. Donc moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre dans le comportement de certains qui réagissent mal. La France gagne. Les jeunes, quand même, ils sortent, ils sont heureux, écrivent Vive la France, et c'est l'équipe de France quand même qu'ils soutiennent. Et ils viennent avec leur drapeau algérien. Je vois franchement pas où il est le problème. Ça veut dire que l'Algérie, elle est contente que la France ait gagné. C'est plutôt une marque de sympathie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça dérange certains, ce drapeau. J'ai l'impression que c'est... Je sais C'est une pas. histoire qui est mal passée. Oui, j'ai l'impression que ceux que ça dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, et c'est là où voilà, ça serait intéressant de creuser. Parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué justement, parce que bon, moi je suis passionnée d'histoire et je fais beaucoup de recherches, et j'ai souvent remarqué que les gens qui avaient des mauvaises relations, si on creusait un tout petit peu, si on faisait des recherches, et on trouvait pourquoi. C'est souvent ceux qui n'ont pas la conscience très tranquille. D'accord. Eh bien, merci Sophia. Et tu me disais que tu envisageais de faire un second livre. C'est pas que j'envisage, je suis en train d'écrire un second livre. D'accord, donc tu es déjà dedans. Je suis déjà dedans, je suis déjà en train d'écrire un second livre avec d'autres personnages. Alors si c'est pas top secret, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre et éventuellement des personnages? Et pourquoi ces personnages-là? Je dirais que l'envie m'est venue parce que il y a eu un décès. Quelqu'un qui m'a vraiment... quelqu'un que j'ai bien connu, justement, que j'ai rencontré, j'ai revu, parce que je savais que c'était un personnage clé de la révolution algérienne, puisque c'est quelqu'un quand même qui a failli être ministre. Ben Bella en personne lui a proposé d'être ministre, il a refusé. Et ensuite, il était à El Harrach et il s'occupait de tout ce qui était les services sociaux. Plutôt qu'être ministre, il avait préféré les services sociaux. Donc c'est quand même un personnage hors du commun et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté d'informations justement sur la Révolution, sur tout ce qui s'est passé avant et après la Révolution. Et c'est lui un petit peu qui m'a incité à le faire parce que j'ai pensé que quelqu'un comme lui, qui s'appelait Amara Mian, j'ai pensé que quelqu'un comme lui, c'était important que les jeunes le connaissent parce que c'est quelqu'un qui aurait pu facilement basculer du mauvais côté. Et non, justement, il n'a pas voulu, il a voulu avancer. Il a refusé quand même un point en or. On vous propose d'être ministre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont refuser. Pourtant, lui, il a fait, il a préféré les services sociaux et ensuite devenir commerçant, ouvrir des boucheries. Et puis voilà, il a eu ses enfants. Et tous ses enfants ont réussi et ils sont tous... des postes, je dirais. Ses filles sont pour institutrices, pharmaciennes, professeurs, et tout le monde est resté en Algérie. Se rendre utile au pays C'est sans ça. forcément viser des Voilà, grandes c'est carrières. ça. Tu me Bah, poses la merci. question. C'est moi. Et on vous applaudit.